Bonsoir Kev Adams. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Moi ça va très bien aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à Paris, au Bataclan, où vous avez été à l'affiche pendant tout le mois de décembre. Tout à fait. Merci de nous accueillir chez vous. Ça me fait très plaisir. C'est pas vraiment chez moi. Si je payais le loyer, je vous aurais demandé un peu d'oseille, mais là c'est pas le cas, donc c'est cool. Merci donc de nous accueillir chez vous. Juste avant de présenter Voilà Voilà, votre deuxième spectacle partout en France. C'est exact. En 2014. C'est exact. Et notamment en Lorraine. Dans ce one-man show, vous vous adressez aux jeunes, mais aussi aux grands enfants que sont leurs parents. Vos deux frères, 7 ans et 17 ans, votre maman, votre papa ne sont pas épargnés, on y reviendra. Mais c'est par un autre père que je voudrais commencer cet entretien. Regardez. C'est d'abord un grand plaisir de le rencontrer parce qu'on s'était juste croisés. On habite à 50 mètres l'un de l'autre. On s'était juste croisés et puis je trouve qu'il y a une vraie filiation. Pas forcément dans l'humour qu'il pratique, parce que c'est différent, j'ai commencé plus tard, lui ça reste, mais dans le côté populaire de la chose, c'est-à-dire dans le côté, la preuve en est, c'est que son premier grand film, c'est Prof, qui fonctionne à merveille là, apparemment, j'en suis content, c'est un film populaire, c'est une comédie populaire, il va se faire taper sur les doigts, et ça, s'il doit être mon fils spirituel, je vais lui dire va falloir se préparer à ce qu'il se fasse taper sur les doigts, parce qu'il est populaire. Alors, à partir de quel moment est-on vieux ? Vous demandez-vous sur scène. Moi j'ai envie de savoir à partir de quel moment ressent-on qu'on devient un artiste populaire comme Franck Dubosc le dit? Déjà ça me touche beaucoup parce que je trouve que venant d'un grand artiste comme Franck Dubosc, c'est très touchant d'entendre ces mots. Alors merci pour l'émotion. Ensuite, à partir de quel moment on devient un artiste populaire? Vous savez, moi je sais pas, je connais pas encore trop bien les codes de ce métier. C'est pour ça que j'apprends beaucoup de lui aussi, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Je ne sais pas ce que c'est un artiste populaire. Une chose est sûre, c'est que moi j'ai toujours fait ce métier pour plaire au plus grand nombre. Je m'en cache pas. J'ai jamais fait ce métier en me disant tu auras ton public à toi un peu underground dans des petites salles où tu feras ton truc. J'ai toujours fait ce métier en me disant plus ça touchera du monde et plus je serai heureux et plus il y aura de gens divers et variés dans mes salles et plus ça me touchera. Donc ouais, je pense que c'est ça aussi, populaire, c'est essayer de réunir le plus grand nombre. Et c'est vrai que parfois c'est très critiqué parce que l'humour, le principe même de l'humour, c'est justement qu'on ne peut pas réunir tout le monde. L'humour, c'est très particulier à chacun, ça appartient à chacun, ça fait partie de notre intimité à chacun. Et donc forcément, il y a un truc qui fait que ces deux choses l'un ils sont contraires. C'est-à-dire que j'ai très envie de faire de l'humour et en même temps j'ai très envie qu'il y ait le plus de gens possible qui aiment mon humour. C'est ce que je définirais comme de l'humour populaire. Voilà, moi je trouve pas que ce soit un défaut. Maintenant, là où Franck a raison, c'est que c'est vrai que c'est souvent quand on est le plus populaire possible, qu'on est le plus critiqué possible, et en même temps tout ça est logique. Plus tu t'exposes à des gens, plus tu t'exposes aux critiques. Donc je sais pas à partir de quel moment on devient populaire, je sais même pas si je suis vraiment quelqu'un de populaire. Il est très gentil de parler des profs, mais les profs c'est un film choral, on est plusieurs dedans, donc forcément c'est pas un succès à moi entre guillemets, c'est un succès qui appartient à toute la troupe. Il y a un prof 2 est prévu. Il y a un prof 2 en préparation, mais voilà, pour le moment je sais que Pef, le réalisateur, est en écriture du scénario, tranquille avec son co-auteur Mathias Gavary, et que ça se passe très bien, ils écrivent. Ils m'ont déjà parlé un petit peu de l'histoire que je trouve formidable, mais pour l'instant je ne vous en dirai pas plus. Et avec Franck, je crois qu'il y a aussi un projet assez, enfin en tout cas l'envie de et avec Franck, on a tellement kiffé de travailler ensemble sur ce film qu'est Fiston que dès qu'on se voit, on pense à des nouveaux projets. Du coup, on a une liste comme ça de trucs qu'il faut qu'on fasse ensemble. Et donc même si on n'en fait que la moitié de la liste, vous allez effectivement nous revoir ensemble très vite. Sur scène, vous expliquez à votre frère de 7 ans que tout est possible. Je voulais savoir à partir de quel moment vous avez senti que le rire allait totalement bouleverser votre vie. Je crois que c'est quand j'ai eu 10-11 ans, je suis rentré dans cette période qu'on appelle l'adolescence. J'ai commencé à avoir des boutons partout, un appareil dentaire. Parler comme ça, tu vois. Et je me suis dit, là, il va falloir que tu trouves d'autres atouts pour séduire les filles et même pour exister en société, parce que sinon, la cour de l'école, c'est un milieu qui finalement est un peu difficile. Quand t'as pas le bon physique ou pas la bonne tronche, tu peux vite être mis à l'écart. Donc moi je me suis vite réfugié dans le rire à ce moment-là. Je me suis vite dit, bien avant de penser à monter sur scène ou quoi que ce soit, je me suis vite dit t'as de la tchatch et tout, vas-y fais les marées et puis comme ça t'existeras quoi. Donc ça a commencé à cette période. Après j'ai commencé à regarder des one-man shows de diverses époques. Ça allait de Gad Elmaleh à Jamel Debbouze, à Franck Dubosc, à Michel Courtemanche, à Elie Kakou. Et j'ai commencé à me dire c'est fort ce que ces gars font.
non seulement leur métier c'est d'aller sur scène pour faire rire des gens, mais ça va plus loin que ça. Je trouve que ce qui est fort, c'est que ce que je retrouvais dans les spectacles de Gad ou du Bosque ou de Jamel, et même de Courtemanche ou d'Elikaku, comme je viens de le dire, c'est on vous fait rire et on vous fait passer des messages derrière qui sont pleins d'émotions et qui touchent finalement au quotidien de tout ce public et de tous ces gens qui les regardaient. Et donc, je sais pas, ça m'a heurté quand j'étais petit. Je me suis dit, c'est fort quoi, de pouvoir aller toucher, d'être tout seul sur scène. Tu viens, il y a des milliers de gens face à toi et tu les fais rire, mais en même temps, tu leur transmets des messages qui comptent pour toi. Voilà, vers 12-13 ans, ça a commencé à m'obséder. Je regardais que ça, des one-man shows. Mais à ce moment-là, je voulais toujours pas en faire en fait. Je voulais vraiment être un comédien dramatique et pouvoir parler doucement, avoir des larmes qui coulent et faire « You know man, it's hard to fade around ». Et en fait, voilà, petit à petit, je me suis pris au jeu. Vers 15-16 ans, je me suis rendu compte que ça marchait pas pour moi les castings. Donc j'ai commencé à essayer moi aussi de monter sur scène. Et je me suis pris d'amour très vite pour la scène. Et c'est une histoire d'amour qui ne s'est pas arrêtée depuis. Restons sur la scène, parlons de l'écriture. En quoi le quotidien, d'une plage en Nouvelle-Calédonie jusqu'à un cours d'allemand, est une source intarissable d'inspiration pour vous? C'est pas forcément en Nouvelle-Calédonie ou en cours d'allemand, c'est la vie, c'est tout ce que je croise chaque jour. J'ai la chance d'avoir une vie très normale, entre guillemets. J'ai des potes qui sont à la fac, qui ont une vingtaine d'années. Évidemment que je fais un métier qui est anormal, qui est pas quelque chose de normal pour quelqu'un de mon âge. Je vis des choses absolument formidables, mais dans ma vie privée, voilà, j'en parle avec simplicité dans le spectacle. J'ai mes petits frères, j'ai mes parents, tout va bien quoi. Donc c'est vrai que je m'inspire de ce quotidien-là, du quotidien qui est le vrai quotidien finalement, qui est celui que je vis tous les jours, quand je me réveille le matin, quand je passe du temps avec ma famille ou avec mes potes. Voilà, c'est ça qui m'inspire beaucoup pour la scène. Et je crois que c'est important aussi de rester Connecté avec connecté avec la réalité, mais surtout connecté avec ce quotidien-là qui m'intéresse beaucoup. Moi, quand je vais faire des courses, parfois je passe 4 heures à acheter une mozzarella et 3 tomates, mais parce que j'ai passé 22 minutes à acheter ce que j'avais besoin et j'ai passé 3h30 à regarder, à observer ce qui me fait marrer dans les rayons, à observer ce qui me fait marrer dans le comportement des gens quand ils font leurs courses. Donc voilà, forcément, il y a aussi ce côté un peu rêveur et observateur que j'ai depuis que je suis tout petit et qui m'intéresse. Une question que j'ai posée à Gad Elmaleh, à Jamel Debbouze, la réponse a été la même à chaque fois sur l'improvisation qui paradoxalement se travaille. En fait, c'est pas l'improvisation, c'est davantage la disponibilité, la capacité de rebondir en fait avec ce qui se passe dans une salle. Hier soir par exemple, Tindy, Uriel, la forêt du bois d'Arcy vous ont particulièrement inspiré. Comment aiguisez-vous votre sens de la répartie justement sur scène? Peut-être que je ne vais pas vous donner la même réponse que Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze, mais pour être honnête, je travaille pas. C'est le seul truc que je travaille pas du tout en fait. J'essaie de garder un naturel à 100%, et parfois j'essaie de tellement garder un naturel que j'arrive face à des situations parfois dans la salle où les gens me parlent et je sais même pas quoi leur répondre tellement parfois je n'ai pas les cartes. Mais en même temps, de ne pas préparer des cartes, ça me permet d'avoir ce truc qui est magique pour eux, mais qui est magique pour moi aussi. C'est-à-dire que j'aime bien quand je commence à m'adresser aux gens, me dire si ça se trouve ça va finir et ça va être naze, et si ça se trouve ça va finir par un gros applaudissement et ça va être superbe. Ce qui est génial, c'est qu'au moment là maintenant où je commence à m'ouvrir vers vous, j'ai aucune idée de comment ça va finir. Ce qui était le cas en l'occurrence sur cette Ce qui était effectivement le cas hier soir. Et ça me rajoute de la magie dans ce métier. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup écrire des spectacles et j'adore les jouer, mais c'est vrai que souvent quand tu montes sur scène, tu fais à peu près le même spectacle, même si moi j'ai la chance que ça bouge beaucoup et tout ça, je suis assez libre là-dedans, ça reste quand même le même spectacle. Et ce qui est agréable, que ce soit ici à Paris ou même quand tu es en tournée, c'est par ces moments d'impro là, je trouve que tu arrives à créer des moments qui restent uniques, pour moi et pour le public. C'est pas des moments qui sont fabriqués, c'est pas des impros qui sont celle-là elle est préparée, je sais exactement quoi dire puisque c'est dans ma poche arrière. C'est vraiment, je me lance. Bon, si ça finit mal, j'écourte le moment et puis on enchaîne sur le spectacle. Et puis si ça part, moi je me laisse guider par l'impro. Et puis j'espère aussi un peu au fond de moi qu'il y a quelque chose qui va venir, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je prépare absolument pas. Ni la disponibilité, ni le naturel, ni l'improvisation. C'est vraiment pas un travail que j'ai fait. Juste, j'essaye d'être moi dans la vie, quoi. D'un coup, je coupe le côté spectacle. Je fais de la danse et du chant et du spectacle qui m'éclate aussi. Et je me mets, moi, voilà, vous êtes là, on parle comme si on se croisait dans la rue. Tu t'appelles comment? Bam, et voilà ce qui me vient. Voilà, c'est ça pour moi l'impro, et le plaisir de l'impro aussi.
ça me permet de faire en sorte que chaque soir soit unique finalement. Puisque hier, il y avait Tindy, la forêt du bois d'Arcy. Ce soir, il n'y aura évidemment pas ça, mais qu'est-ce qu'il va y avoir ce soir? Moi-même, je me le demande. Vous êtes très exposé entre le petit écran et Soda, entre évidemment le film Fiston qui sortira cette année. A-t-on déjà à 22 ans la peur de trop se montrer, d'être trop présent et de lasser le public? Bien sûr. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui dépende de l'âge. Je crois que voilà, c'est bien d'aller à la télé quand on a quelque chose à y faire. C'est bien d'aller voir les médias quand on a quelque chose à proposer au public et surtout quand on a quelque chose à proposer plus largement à tous les spectateurs, aux médias et aux journalistes et ainsi de suite. Je crois que c'est pas bien d'y aller pour rien parce qu'effectivement il y a beaucoup d'artistes, qu'il faut que chacun ait sa place, il faut que chacun ait son temps de parole pour pouvoir vendre ses projets. Donc moi je pense et je suis vraiment un fervent défenseur de ça. Alors forcément c'est un peu bizarre de vous dire ça parce qu'en ce moment effectivement je suis dans une période où je suis très exposé, mais je suis un fervent défenseur du côté faut avoir des périodes où effectivement on y va, on va voir les gens, on va à la télé, on va à la radio, on va partout pour défendre les projets qu'on défend, j'ai envie de dire en silence depuis déjà plusieurs mois. Et puis il faut aussi trouver des moments où il n'y a pas forcément besoin d'aller à la télé ou à la radio. Mon attaché de presse, il me disait il y a 2-3 ans, je lui disais je veux faire toutes les radios et toutes les télés possibles. Et il me disait je vais faire le maximum, mais fais-moi confiance, d'ici 2-3 ans ça va changer. Tu me diras ça je ne veux pas le faire, ça non plus, ça non plus. Puis moi je me moquais de lui, je me disais si on arrive un jour à ce stade, c'est que tout ira bien. Et finalement on y arrivait plus vite que je croyais. Et c'est vrai que parfois ça me fait mal de dire non. Je me dis putain, tu te serais battu pour avoir cette interview il y a quelques années quoi. Et puis en même temps ça fait partie de l'évolution des choses. Et je crois que si tu suis ça, si tu te dis bon bah maintenant que tout le monde veut de moi, bah je fais tout. À un moment donné, effectivement, les gens se lassent, ils se disent on t'a tout vu partout faire, raconter les mêmes histoires. À un moment donné, voilà, on a vu le truc quoi. Donc je crois que c'est bien aussi de créer un peu de manque. Je crois que c'est bien aussi pour moi de m'absenter aussi un peu de ça, de la télé, des médias et tout ça. Donc ouais, dès que c'est possible, je le fais et je prends du plaisir aussi à le faire parce que c'est cool aussi d'être un peu dans l'ombre pour revenir dans la lumière après. Ça c'est un nouveau plaisir. Les médias justement parfois vous réduisent à l'enfulte que vous avez créé. Vous réduisez parfois aussi à l'humoriste pour pré-ado. Qu'est-ce qui vous fait pas rire du tout dans ce que vous voyez de la télé et des journaux, dans ce qui vous renvoie de votre image? En général ou dans ce qui me renvoie de mon image à moi? De votre image à vous. Moi j'ai beaucoup de mal de plus en plus et en même temps je ne peux pas leur en vouloir. J'ai de plus en plus de mal à entendre c'est l'humoriste pour ados. L'humoriste des ados, moi j'ai aucun souci, je suis l'humoriste des ados comme je veux bien être l'humoriste des adultes, comme je veux bien être l'humoriste des blonds ou des bruns, ça c'est pas le souci. Mais l'humoriste pour ados, je trouve ça extrêmement réducteur. Je trouve que ça fait vraiment. C'est le gars qui te fait rire jusqu'à que tu aies 17 ans. Et une fois 17 ans passés, c'est pas le cas. Si c'était vrai, honnêtement, je m'en plaindrais pas. Mais c'est vraiment pas le cas. Je travaille dur pour que justement mes shows soient de plus en plus larges et surtout qu'il n'y ait personne qui se sente exclu dans la salle. Quand les gens viennent me voir, on a travaillé ça dur pour faire en sorte que justement il n'y ait pas de parents qui se disent bon bah on passe 1h30 mais bon on a amené les enfants, c'est comme ça, on fait plaisir aux enfants. Moi ma plus grande victoire, il y a quelques jours, il y a un père de famille qui est venu. Je vous assure, il est venu, il s'est assis, il était au 4e rang et je le voyais, il faisait la tronche quoi. Il était avec ses filles elles avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Puis le spectacle passe. Puis à la fin du show, je vois le gars, il était là-haut pour les rencontres. Et puis il me rencontre et il me dit je voulais simplement vous dire que je suis venu accompagner mes filles, vraiment en reculons. J'avais pas envie de voir ce spectacle, je vous le dis dans les yeux. Et je vous le dis dans les yeux parce que je sors et que je vais revenir la semaine prochaine. Et je vais amener ma femme et des amis à elle. J'ai passé une merveilleuse soirée, je voulais vous remercier. Pour moi, c'est mieux que n'importe quelle télé, n'importe quel accomplissement. C'est-à-dire que c'est tout ce que j'essaye de prouver sur scène depuis quelques années maintenant. J'assume mon rôle d'humoriste ado. J'assume ce que j'ai fait dans mon premier spectacle pleinement. Mais par contre, oui, ça m'énerve aujourd'hui quand on dit encore de ce nouveau spectacle, c'est l'humoriste pour ado. Non, et puis à un moment donné, il faut être logique. Je ne serai pas l'humoriste pour ado toute ma vie. Donc c'est déjà ce que je ne suis plus. Et j'invite les gens qui en doutent à venir découvrir ce spectacle nombreux. 3 millions de fans sur Facebook, plus d'1 million de followers sur Twitter. Quelle responsabilité ça vous donne quand on voit ces deux chiffres absolument vertigineux? Alors déjà ça fait peur, hein, faut le dire, ça fait flipper. Hein. Bien sûr que ça fait peur. Moi j'ai commencé sur Facebook et pendant les 8 premiers mois, je me suis battu pour avoir 10 000. Et au bout de 8 mois, j'ai eu 10 000 personnes sur ma page Facebook.
Et je vous assure, c'était une des plus belles victoires. J'étais en vacances, je m'en rappelle encore, c'était pendant le mois d'août, et on a atteint le stade des 10 000. Et je me rappelle encore, j'étais là, ah, ça y est, c'est 10 000, ah. J'étais fou, quoi. Et souvent, je repense à ce moment-là parce qu'après, tout a été tellement vite. Les 1 million sont arrivés moins d'1 an après, les 2 millions sont arrivés 6 mois après, et les 3 millions viennent d'être passés, et c'était là, hier. Tout avance tellement vite que je me rappelle de cette joie que j'ai eue pour les 10 000, et je me dis, il ne faut pas que tu oublies ça, il ne faut pas que tu oublies que finalement, tout ça, c'est fou comme c'est irréel, et c'est fou comme tu l'as rêvé. Et si j'étais aussi heureux pour les 10 000, c'est parce que déjà 10 000, ça me paraissait immense à ce moment-là. Donc imaginez une seconde ce que 3 millions ça paraît pour moi aujourd'hui, ça paraît juste irréel. Donc forcément, voilà, je vis ça avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout je suis très... j'ai envie de dire merci vraiment à tous ces gens-là qui me suivent et qui sont de plus en plus nombreux parce que non seulement ils sont présents sur ces réseaux sociaux et ils me permettent d'échanger avec eux et de vivre une aventure avec eux, mais surtout dans la vie, dans la vraie vie d'aujourd'hui, c'est agréable de ne pas se sentir tout seul. Quand on fait le métier que je fais, je travaille beaucoup avec des adultes, je vois peu ma famille, je le dis dans le spectacle, je vois peu mes amis aussi. Et c'est vrai que parfois, un coup de Facebook, un coup de Twitter, et ça suffit à te rappeler que tu n'es pas tout seul, qu'il y a des gens qui te soutiennent, qui sont heureux de te soutenir et qui espèrent que les prochains projets que tu vas leur amener seront à la hauteur de leurs attentes et ça je trouve que c'est motivant premièrement et deuxièmement c'est cool de faire ce métier en ne pas se sentant seul. Et cette phrase n'est absolument pas française. J'aimerais qu'on le note en ne pas se sentant seul. Merci. C'est une très belle transition pour la dernière question. Quand on touche ses rêves, on dit souvent si vite du doigt, si jeune, si rapidement, quels sont les défis qu'on se fixe pour aller plus loin encore ? Comment vous voyez le... Moi, je crois que le secret, c'est de ne pas arrêter de rêver. Ouais. Moi, je suis un rêveur depuis que je suis tout petit. Quand j'avais 10-11 ans, je marchais dans la rue avec mes potes, on rentrait de l'école et je leur disais moi, l'année prochaine, je ferai des films avec Franck Dubosc, vous verrez. Et puis je me rappelle, ils se moquaient de moi, mais ils se moquaient de moi gentiment. Bah ouais, l'année prochaine et tout ça. Et puis je leur disais, souvent j'ai réfléchi à ça quand j'étais petit. Souvent, je me disais, j'ai tellement envie de ça, j'ai tellement envie de faire ce métier. C'est tellement toute ma vie, la scène, la télé, le cinéma, c'est tellement ma vie, tout ça, que parfois je me disais, et si je ferme les yeux maintenant et qu'on me permettait de voir où est-ce que je serais dans 10 ans ? Est-ce que j'aimerais savoir ou est-ce que j'aimerais pas savoir, justement ? Est-ce que j'aimerais le découvrir au fur et à mesure des années ? Ou est-ce que j'aimerais qu'on me dise tout de suite, voilà où tu seras à 22 ou à 23 ans, et au moins je suis fixé, au moins je sais, j'arrête d'être dans ce stress, dans cette boule au ventre de est-ce que ça va arriver ? Est-ce que, mon Dieu, est-ce que vous allez faire en sorte que ce rêve qui est toute ma vie se réalise ? Et quand j'étais petit, je me disais, putain, j'aimerais tellement savoir. Et aujourd'hui, en grandissant, je me dis, c'est ça qui était génial en fait. C'est ça qui était magique. Et c'est aussi ça qui m'a donné la force d'arriver ici aujourd'hui, sur cette scène avec vous, avec cette table ronde que vous avez certainement volée dans un café. C'est que justement, j'ai pas su ce qui arrivait devant moi. J'ai cru à plusieurs moments, et c'est bizarre de dire ça à mon jeune âge, mais c'est vrai, que c'était foutu, que c'était perdu, que voilà, que ça m'arriverait pas à moi. Et puis quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, le secret c'est de rêver. Et voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que j'ai pas perdu ça. Parfois, ce soir, je vais jouer devant 1000 personnes. Hier soir, j'ai joué devant 1000 personnes. C'était le feu, j'étais accompagné de vedettes sur scène. Enfin, c'était n'importe quoi. Je suis rentré dans la voiture pour rentrer chez moi et je me suis mis comme ça à regarder les nuages et j'ai rêvé. Je me suis dit, est-ce que tu crois qu'un jour, je tournerai avec un tel ? Est-ce que tu crois qu'un jour, je rencontrerai cette grande personne ? Est-ce que tu crois qu'un jour, je voyagerai dans ce pays ? Tout ça, ça fait avancer et les rêves sont les moteurs de tout. J'ai eu la chance de rencontrer des enfants de malades récemment et puis ils te le disent eux-mêmes, ils te disent c'est l'espoir qui fait avancer. Bah voilà, moi je trouve que les rêves c'est une belle forme d'espoir.